Merci Annick, bonjour à tous. Je m'appelle Timothée Audouin, je suis vétérinaire, mais aussi avec un cursus en école de commerce. Et ma passion, moi, c'est la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire, je passe énormément de temps à appeler les dirigeants d'entreprise ou à les rencontrer et à leur demander ce qu'ils vont faire. Alors la stratégie, ces dernières années, c'était assez stable dans notre secteur. Et avec la révolution numérique, c'est juste passionnant de savoir ce que vont faire les gens et quels choix ils vont faire. Donc j'avais envie de vous faire un peu cette synthèse de tous ces échanges que j'ai pu avoir. Et puis, j'ai la chance d'être avec une salle de technophiles. On a aussi bien des startups, on a aussi bien des vétérinaires, des gens qui sont responsables de l'entreprise vétérinaire, donc de nos associations professionnelles, et puis des grosses entreprises. Et je voulais vous faire un peu une synthèse de ma vision, de ce qu'il faudrait faire pour avancer et puis pour s'approprier ce secteur, avec un objectif qui est de satisfaire nos clients, parce qu'en fait, au final, on a tous les mêmes clients, ce sont soit les éleveurs, soit les propriétaires d'animaux de compagnie. Comment les satisfaire et comment répondre à leurs attentes. Euh, Avant, je voudrais introduire par un petit scénario catastrophe pour les vétérinaires. C'est qu'est-ce qui pourrait arriver si on ne s'approprie pas cette révolution numérique. Aujourd'hui, on fait des soins classiques. Imaginons que demain, on soit capable, avec la génomique, de prédire toutes les maladies qui peuvent arriver aux animaux. Et imaginons qu'on puisse faire de l'alimentation animale qui prévienne toutes ces maladies et qu'en plus, on a un collier connecté qui puisse mesurer exactement le comportement d'un animal de compagnie. On finirait par avoir un fabricant d'aliments qui nous proposerait le dépistage au début des prédispositions de cet animal et qui serait capable de faire une alimentation sur mesure, étant donné les prédispositions génétiques et le comportement quotidien du chien, c'est-à-dire son activité, son prurite, etc. Du coup, le vétérinaire pourrait se retrouver cantonné au rôle de faire une prise de sang au début de la vie de l'animal et être complètement exclu du circuit parce qu'il n'aurait ni la data, ni la base de données, ni la préconisation. Une alternative, ça serait que les vétérinaires, par exemple, proposent ce service et disent aux clients, je suis capable de vous prescrire l'alimentation et de faire le suivi de votre animal. Donc l'enjeu, il est de savoir qui sera capable demain de faire cette prescription. Si on modélise un petit peu l'e-santé, il y a vraiment 3 étapes, c'est une chaîne de valeur. La première étape, c'est la donnée. La donnée, elle se mesure, elle s'évalue, donc c'est tous les objets connectés qu'on peut avoir qui sont capables de la transmettre et de la générer. Mais cette data, évidemment, elle a de valeur que si elle est interprétée. Donc la deuxième étape, c'est de la faire rentrer dans un logiciel qui va être capable de dire ce qu'il faut en faire, de l'interpréter, et l'intelligence artificielle va apporter toute sa valeur là-dessus. La troisième étape, elle est évidemment, une fois qu'on a valorisé cette data, de faire une préconisation. Donc que ce soit en termes de prévention ou de traitement, il va falloir expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire avec cette interprétation. C'est très important de comprendre cette chaîne de valeur et surtout à quel moment la valeur est produite. Je peux vous poser la question, pour vous, qu'est-ce qui produit de la valeur? Plutôt la première, la deuxième ou la troisième étape? Eh ben, la seule bonne réponse, c'est que c'est la totalité de la chaîne. La totalité de la chaîne ne fonctionne que si elle est complète. La valeur n'est produite qu'à la fin, à condition de récolter la data, de l'interpréter et de savoir la valoriser. Donc ceux qui ont des projets qui ne sont que sur une partie de la chaîne, s'ils n'ont pas la suite ou le précédent, ne seront pas capables de produire de la valeur. Or, c'est ce que nous recherchons tous, c'est comment produire de la valeur. La chaîne doit produire de la valeur et donc être complète. Donc, quelle que soit la solution que vous imaginez, quels que soient les partenaires avec qui vous voudrez être, il faudra faire attention à être capable de produire la totalité de cette chaîne et d'avoir la confiance du client. Comment se positionnent les vétérinaires là-dedans? Les vétérinaires ont des atouts historiques. Le premier atout, c'est la connaissance. Les vétérinaires avaient l'expertise qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Il fallait les questionner pour savoir ce qu'ils savaient. On fait des années d'études, c'est pas pour rien. On apprend quand même 2-3 trucs à l'école. Aujourd'hui, c'est challengé par l'omniprésence des connaissances. Les clients deviennent très très vite des micro-experts d'un domaine. Ils se renseignent sur Internet, plus ou moins bien, on est d'accord, mais la connaissance, elle est partout. C'est une vraie révolution dans l'enseignement, c'est-à-dire que l'enseignant n'est plus là pour apporter la connaissance, mais plutôt pour aider à faire des recherches et accéder à la connaissance. Parce que tout le monde, avec son smartphone, est capable de challenger n'importe quel orateur en disant « Regardez, j'ai trouvé telle info en instantané ». Donc la connaissance, il n'y a plus besoin de l'avoir dans sa tête, elle est partout et ubiquiste. Donc ça, c'est plus un atout des vétérinaires. Les gens arrivent avec déjà leur idée sur un sujet ou se renseignent par derrière. Le deuxième atout qu'avaient les vétérinaires, c'était d'être capable de communiquer avec les animaux. C'est-à-dire que les gens voyaient leur animal pas bien et reconnaissaient ce pouvoir au vétérinaire d'être capable d'interpréter le comportement de l'animal ou en tout cas d'aller chercher l'information. Pareil, maintenant on a un animal qui nous informe, on a un animal qui communique et on va être sur un excès d'information. On va avoir des gadgets et des objets qui vont nous dire tout ce que l'animal a envie de nous dire. Les gens vont arriver avec leur smartphone et nous dire « Regardez, j'ai une info, mon animal, il a tel problème. C'est le smartphone qui me l'a dit et il me l'a dit. » On n'a plus besoin d'aller consulter pour récupérer l'information.
Ces deux éléments étaient la sécurité des vétérinaires. Les gens n'avaient pas la connaissance et les gens n'avaient pas les éléments d'information. Avec la e-santé, ça va disparaître. Donc à quoi on assiste? Comment réagissent les vétérinaires face à ce changement? C'est ça la révolution numérique. Ils ont peur, tout simplement. Ils se demandent plus d'examens cliniques. C'est quand même notre culture depuis la médecine de Bourgelat, c'est fondé sur l'examen clinique. Et c'est pour ça que dans notre code de déontologie, on ne peut faire de prescription qu'après un examen clinique. Le diagnostic devient ubérisé, il est facile, tout le monde devient diagnostiqueur, on rentre les symptômes dans un outil sur Internet et on a des conseils. La relation client n'est plus physique mais digitalisée, on échange, la télémédecine apparaît. Les informations sont disponibles dans tous les sens. On a une offre, les gens peuvent acheter n'importe quel objet, n'importe quelle solution, n'importe quelle application. Donc on ne sait pas s'orienter là-dedans, on ne sait pas quelle est la qualité de ces offres. Et finalement, ils ont le sentiment d'être chantés. Comment réagissent les vétérinaires? Ils rejettent ça. Et ça, je pense que ce volant psychologique de la e-santé, enfin de la révolution qu'on vit, est très important. On est ici dans un public de passionnés, de gens qui n'ont pas peur et qui trouvent que c'est une opportunité. Mais prenons conscience qu'il faut accompagner les vétérinaires dans ce changement et qu'il va falloir les rassurer. Parce que les questions, ce qui se posent, c'est quel sera mon rôle demain? Est-ce que je vais encore servir à quelque chose? Et forcément, quand on se pose ce genre de questions, on a tendance à rejeter l'innovation et rejeter les changements. Et on peut comprendre que ça soit difficile, quand on se projette dans un métier, 15 ans après, de se dire finalement, mon métier va complètement changer, il faut que je redémarre quasiment à zéro et avec une nouvelle relation. La e-santé est une opportunité. Les clients, il ne faut pas se le cacher, cherchent à se passer du vétérinaire. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien avoir la réponse avec leur téléphone, avec leur gadget, avec les informations qu'ils trouvent, et s'ils peuvent économiser une consultation, ils le feront. Mais c'est une opportunité quand même pour accéder beaucoup plus facilement aux consommateurs, avec un coût qui est moins cher. Le fait de pouvoir communiquer avec eux largement, au lieu de faire des courriers papier ou de faire des choses comme ça, on va accéder, ou du phoning, on va accéder à eux beaucoup moins cher. Les règles sont assouplies en termes de communication pour le vétérinaire. Le code de déontologie les a assouplies, donc on va pouvoir communiquer plus. À l'inverse, elles ont été durcies pour les entreprises qui ont moins le droit de communiquer, notamment sur les médicaments. Donc ça, c'est une chance pour la profession vétérinaire. La data peut créer de la proximité. C'est aussi une opportunité parce que les gens ne sont pas capables de trier l'information. Nous savons faire des recherches sur Internet, nous savons trier ce qu'on reçoit. Eux ne savent pas le faire. Ils auront aussi une difficulté à s'orienter dans tous les outils qui leur sont proposés, et on peut faire ça. Il y a des objets, c'est vraiment de l'ordre du gadget, et d'autres qui sont ultra pertinents. Et ça, les gens ne savent pas choisir. Donc la profession peut accompagner ça. L'autre opportunité, c'est de mieux répondre à l'attente des propriétaires. Pour moi, les grosses tendances d'évolution, c'est l'individualisation. Je veux savoir exactement ce qu'a mon animal et je veux avoir quelque chose de sur mesure pour mon animal. Les éleveurs aussi sont aussi dans la conception de mon troupeau est différent de celui, donc j'ai envie d'avoir une solution sur mesure, pas de rentrer dans un groupe type. Et puis la prévention. L'objectif est vraiment de créer de la valeur pour le client. Alors, quels sont les besoins ? Comment il faut avancer? Pour moi, le premier besoin, c'est de rassurer les vétérinaires. Il faut les former, les informer. Il faut leur expliquer ce qui va se passer. On a eu un excellent travail qui a été fait ces 2 dernières années sur les réseaux sociaux. Comment avoir une page Internet, comment communiquer avec les clients via Facebook, etc. Ça y est, on est passé d'une peur, les réseaux sociaux vont nous bouffer, la e-réputation, qu'est-ce que c'est, à des solutions, de la prise en charge. Il y a des livres qui ont été faits, il y a des cycles de conférences qui ont été faits. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est très bien fait. Il faut réaliser des études scientifiques pour prouver la validité des modèles scientifiques des objets que vous proposez. Ça, c'est très important. Les vétérinaires sont des scientifiques, il va falloir les rassurer et pas faire uniquement des promesses. Et pour ça, on aura aussi besoin d'un cadre législatif. Et il va falloir déboulonner le sacro-saint examen clinique. On va avoir aujourd'hui des informations de meilleure qualité via la data qu'on est capable de mesurer que par l'examen clinique. Or, on a une culture de l'examen clinique énorme dans notre pays, qui est une culture qui est issue de la médecine humaine. Tout est basé là-dessus. Et ça, il va falloir accepter que par la technologie, on est capable de récolter des informations. En rural, comme c'était dit en introduction, c'est quelque chose qui se passe depuis longtemps. Les informations qu'on a sur les élevages sont aujourd'hui plus importantes dans notre quotidien de vétérinaire rural que les informations qu'on observe au chevet de l'animal. Le paradoxe, c'est que le changement fait peur, mais pourtant les clients sont très attirés par la nouveauté, donc on n'a pas le choix, il faut y aller. Et l'autre paradoxe, c'est qu'une relation digitale, en fait, un client, c'est une relation réelle. C'est pas parce que, personne n'imagine qu'un coup de téléphone, c'est une relation artificielle. On communique avec quelqu'un. Même si on communique via un réseau social, on communique vraiment avec quelqu'un qui est en face de nous. Et ça, il faut rassurer les gens. Autre besoin, c'est d'associer ses compétences. Il faut sortir de notre microcosme de la profession vétérinaire. Il faut intégrer des data scientists, il faut intégrer des ingénieurs, il faut intégrer des communicants. On ne peut plus rester dans notre secteur d'activité isolé. Et on voit bien, aujourd'hui, on a une proposition de start-up qui sont des gens qui arrivent de l'extérieur et il faut absolument les intégrer.
Il faut générer des écosystèmes. Ne soyons pas naïfs, ni un vétérinaire ni un client ne va acheter 42 applications. C'est pas possible d'avoir un compte sur chaque appli, d'avoir un abonnement sur chaque appli, etc. Enfin, une appli ou une solution, tout ce que vous voulez. Il va falloir que tout ça, ça soit intégré et intégré à nos logiciels métiers. Le vétérinaire va acheter une ou deux solutions, mais au bout d'un moment, il va saturer la connexion, les mises à jour, la formation, c'est pas possible. Donc, si vous avez un projet, très vite, associez-le avec d'autres de façon à provoquer des écosystèmes qui se parlent les uns aux autres. Et les solutions doivent être intégrées dans les outils du quotidien. On ne pourra pas fonctionner avec des solutions isolées qui ne proposent qu'un service tout seul. Il faut absolument que tout ça communique. Il faut qu'on soutienne les initiatives. Ça me porte vraiment à cœur. On a énormément d'innovation, d'entrepreneuriat, et on n'a pas cette culture de l'innovation chez nous. Vous avez des incubateurs, vous avez des technopoles dans tous les départements. Les vétérinaires ne savent pas que ça existe. Les étudiants qui ont plein d'idées, ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc je pense, et c'est mes deux projets sur lesquels je vais travailler cette année, je pense qu'il faut qu'on lance un grand concours de l'entrepreneuriat au sein de la profession pour favoriser l'émergence des idées, et il faut soutenir ça. C'est-à-dire qu'il faut le valoriser. Il faut que chaque partenaire remette un prix, peu importe le prix, mais en tout cas qu'on dise à ces gens qu'on les écoute et que leurs forces de proposition sont intéressantes. Il faut qu'on leur propose du coaching et de l'hébergement pour qu'ils sachent à qui s'adresser, parce que c'est des scientifiques, des technos, mais après il y a toute une étape de marketing, de développement, d'accessibilité aux clients, de lancement de production, et ça, ils ne savent pas faire. Et c'est là où il faut trouver d'autres compétences. Et la troisième chose qu'il faut, à mon avis, et c'est quelque chose que je suis en train de créer, c'est un fonds d'investissement. Pour les vétérinaires qui, laborieusement, au fil de leur vie, ont eu quelques économies et qui veulent les placer dans leur profession, il faut les aider à trouver les solutions et soutenir ces entreprises. Le fonds d'investissement permettra deux choses. Un, d'apporter un petit peu de sous à un démarrage d'une entreprise, et deux, d'avoir un jury d'experts qui sera capable de valider les projets en disant ce projet tient la route. Et du coup, ça sera un énorme levier pour toutes les entreprises qui veulent innover pour aller chercher d'autres types d'investissements parce qu'ils auront la caution de la profession ou en tout cas d'experts. Donc ça, c'est nécessaire dans notre secteur d'activité. Dernier besoin, c'est le besoin de confiance. Il faut qu'on arrive à de la certification, de la scientificité. Moi, je milite pour qu'on ait la notion juridique de dispositif médical vétérinaire qui n'existe pas. On a les dispositifs médicaux en médecine humaine, on ne l'a pas en vétérinaire. N'importe qui peut revendiquer ou avoir des allocations de dispositif médical en médecine vétérinaire. Et il faudrait que ça soit encadré réglementairement pour garantir la confiance du consommateur. Alors la confiance des vétérinaires qui derrière ne revendront ou ne distribueront que des choses dans lesquelles ils ont confiance, mais les consommateurs aussi, il faut qu'on soit sérieux là-dessus. Il faut contrôler les données et sécuriser juridiquement. Qui en sera propriétaire? Quelle est la fiabilité et quelle est la sécurité? Il faut de l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'il faut que les solutions puissent communiquer entre elles. Ne restons pas isolés avec notre idée, il faut tout de suite que ça puisse communiquer avec d'autres outils pour créer des tableaux cliniques, pour créer de l'émergence avec l'intelligence artificielle. Il faut communiquer sur sa vision. Les vétérinaires ne sont pas là que pour revendre vos solutions. Il faut absolument qu'ils soient présents. Vos idées n'émergeront pas sans eux. C'est un peu comme un garagiste qui voudrait vendre une voiture, une nouvelle voiture technologique sur un territoire. S'il n'y a pas de réseau, pardon, pas un garagiste, un concessionnaire, s'il n'y a pas de réseau de garagistes capable derrière de faire l'entretien, de faire l'explication et d'accompagner les clients dans l'usage du produit, les gens n'achètent pas. Si vous voulez acheter une américaine et que vous savez qu'il n'y a pas de réseau de garagistes en France, vous hésitez longuement, peu importe le prix, même si vous êtes fan de la marque. Il faut ce réseau derrière. Et les vétérinaires représentent ce réseau pour vos solutions, pour accompagner les clients dans l'usage quotidien. Et donc, c'est indispensable de créer de la confiance sur vos solutions. Une question qu'on me pose très régulièrement, suis-je en retard ? Beaucoup de gens ont l'impression que la révolution leur échappe et qu'ils ne vont pas assez vite. Rassurez-vous, non. Personne n'est en retard. Il est toujours temps d'avoir des idées, de faire des innovations. Toutes les idées sont bienvenues et l'évolution arrivera collectivement. Donc ça, c'est vraiment très important de l'accepter. Personne n'est en retard. Tout le monde a le droit de prendre le train en marche. Il est vraiment en train de passer, mais pas de nous dépasser. Une dernière recommandation, beaucoup d'entreprises veulent digitaliser quelque chose, leurs relations clients, leurs outils, mais oublient qu'il faut commencer par le faire en interne. C'est-à-dire que si soi-même on n'est pas connecté, on ne va pas pouvoir se connecter à ses clients. Si soi-même on n'est pas utilisateur de gadgets, c'est pas la peine d'essayer de les promouvoir. Voilà. Il y a une culture du fonctionnement de l'entreprise, le mode agile, la communication en interne. Moi, par exemple, j'ai une clinique rurale. Comment se passent les visites? Est-ce qu'on reste sur un système où on s'appelle pour se passer les visites? Ou est-ce qu'on est passé à Hangout, à Slack, à des solutions comme ça qui permettent d'héberger les données? Si on a cette culture en interne, après, elle pourra être utilisée en externe. Mais si on veut commencer par l'externe parce qu'il y a une espèce de poids ou d'obligation,
c'est prendre, à mon avis, le problème à l'envers. En conclusion, je rappelle les points que j'ai recommandés. Il faut organiser l'assemblage et le partage des données. Il faut associer les compétences et créer des chaînes de valeur. Il faut évaluer scientifiquement et encadrer réglementairement les solutions qui sont proposées. Il faut absolument encourager l'entrepreneuriat, montrer à ces gens qu'on les écoute et qu'on veut les accueillir. Et il faut communiquer, rassurer et former. Si je devais résumer ça en une phrase, c'est apprendre aux vétérinaires à intégrer le digital à leur quotidien. Vous pouvez me retrouver sur le site que je tiens qui s'appelle isantéanimal.fr où j'essaye de tenir à jour les actualités dont j'ai connaissance, les interviews que je peux réaliser. Je vais y consacrer de plus en plus de temps, et évidemment sur les réseaux sociaux, puisque j'essaye moi-même de me digitaliser. Je suis un peu natif de ça, donc c'est pas très difficile. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.